Aujourd'hui, je suis avec mon papa. Il est plus vieux. Il est étonnant. Ça, c'est déjà un peu de la SF. Mais nous, on va pas parler SF, on va parler BD. Et on va suivre ton idée, on va parler de l'année 74. Alors c'est une drôle d'année en bande dessinée. En étant collectionneur et en rentrant un peu mes bandes dessinées sur des listes, je me suis rendu compte qu'en mettant les dates, en 74, il se passait pas mal de choses. Ouais. Voilà. Alors déjà, ce que je trouve intéressant, c'est que toi, en 74, je peux tout dire, quoi, t'avais 12-13 ans. Voilà. Donc en 74, Tu lisais des BD. je lisais des BD, mais c'était quand même très light, ce que je pouvais trouver et ce que j'ai retrouvé plus tard, je l'ai pas vu en 74. Hein. Il fallait être vraiment au bon endroit et aller chercher ce que je vais montrer pour trouver ça, parce que le basique n'était pas disponible comme ça. Enfin, on ne trouvait que le basique, mais les choses un peu pointues. Ouais. C'était pas aussi disponible que ça quand même. Mais toi, qu'est-ce que tu lisais en 74 ? Quand tu dis le basique, pour qu'on comprenne. Bah, c'est Tintin, Astérix, enfin voilà, tout ce qu'on trouvait un peu chez Dargaud, chez Dupuis. Tu veux en montrer déjà un peu ? Voilà, alors voilà, des petites choses qu'on pouvait trouver. Toi, tu as une particularité, tu es collectionneur. Donc quand tu dis 74, tu nous sors les BD de 74. Ah oui, c'est des BD de 74. C'est pas de la réédition, quoi. Voilà, oui, qui sont imprimés en 74 et c'est les tirages de 74 c'était les premiers tirages. Donc quoi, là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de reconstituer une espèce de bulle temporelle en essayant d'imaginer ce que peut être une lecture idéale de 74. Voilà, ce qu'on pouvait trouver dans une librairie en 74, alors les choses très standards, voilà, des petites choses... Voilà, le Gaston qui a pu sortir Alors ça c'est une... Avec le dos rond. Voilà, forcément, en 74, les Dupuis sortaient toujours ces bandes dessinées avec un dos rond. Il réédité, par exemple, les éditions un peu plus anciennes, toujours avec un dos rond, toujours en 74. Et super joli derrière, mais ça, souvent, vous le savez déjà. Voilà, et c'était évidemment, toutes les séries, on avait des albums, voilà, du Astérix. Ça, c'est l'Astérix sorti en 74. Voilà. Et donc avec encore Goscinny. Ah bah oui, bien sûr. Il est mort en quelle année, Goscinny ? Dans les années 80. Début 80 ? Je sais bon, on cherchera, sinon vous le mettez en com. Hein. Voilà, ou le Lucky Luke de l'année, qui était quand même... un peu étonnant parce que c'est pas un vrai Lucky Luke puisque c'est pas une histoire complète. Je crois pas l'avoir lu celui-là. Ça va être l'occasion. Je vais le reprendre. Voilà, mais c'est des petites histoires. Il est entre deux tomes d'histoires complètes, mais bon, il y en avait un qui sortait tous les ans. Hein, c'était le rythme était. Alors je vais pas vous passer tous les tuniques bleues, les machins. Il y a toutes les séries. Chez les gros éditeurs. Alors évidemment, Tintin, c'était un peu particulier, puisque on est dans un trou en 74, puisque les deux derniers Tintins complets, c'est 68, Vol 714 pour Sydney, et 76, c'est les Picaros. Donc 74... c'est la dépression d'Hergé. Ouais, voilà, Hergé produisait plus grand-chose, et après, le dernier truc qui est sorti, c'est à sa mort, c'est un peu ce qui traînait dans ses affaires. Voilà, alors on va rentrer peut-être un peu dans des... Ça, c'est vraiment la BD, en fait, à l'époque où on dit la BD pour enfants, voilà, alors la BD, par les gamins, on va peut-être faire la diversion... Et avec des revues de BD. Voilà, on va faire la diversion peut-être sur les revues de BD, c'est-à-dire que elles sont là. Les revues de BD, en fin de compte, tous les éditeurs, mais surtout à cette époque-là, s'appuient sur des journaux. Donc il y a des grands journaux de bande dessinée pour enfants, et qui vont après, on va voir apparaître plus des journaux spécialisés, dits pour adultes, mais enfin, voilà, ce qu'on appelle les revues modernes un petit peu. Donc les très grandes revues, c'était Spirou, Tintin, et Pilote, qui était pas très vieux à l'époque. Qu'on avait. Alors Spirou, c'est un très vieux journal de bande dessinée qui est apparu avant-guerre. Donc,
et où on voit tous les Gastons, les tuniques bleues, etc. De l'immense Franquin. Voilà, alors, j'ai pas sorti ce genre de choses. Les Bugdani, c'est Spirou. Alors Spirou, j'en ai pas sorti. J'aurais dû peut-être. Spirou, c'est quand même 74. C'est le dernier Franquin, Spirou dessiné par Franquin. Et parce qu'après, comme il est en dépression, il passe la main à Fournier notamment, et il fait une espèce de retour voilà, pour aider la série, mais ça sera le dernier, qui est un peu bizarre, un tombeau tabou, avec l'éléphant et tout, c'est très, très spécial. Et les idées noires de Franquin, c'est quelques années après? C'est après, c'est début des années 4, c'est 81. C'est pour donner. Alors, ce qui se passe, donc oui, le gros journal de l'époque, qui fait sa différence, c'est Pilote, qui a démarré en 59, et tous les gros auteurs. Alors Pilote, ça a démarré. Donc Pilote, c'est le journal d'Argo. J'allais dire des jeunes de l'an 2000, mais... Alors ça s'appelait à un moment comme ça, mais c'est réellement la prépublication de tout ce qu'il y a dans d'Argo. Donc Pilote, c'est Astérix, c'est Barbe Rouge, c'est Tanguy la Verdure, chez Bob Moran, etc. etc. C'est ce genre de série, et c'est les auteurs qui sont apparus dans Pilote, c'est Bilal, c'est Druillet, qui avait fait des choses avant. C'est Gottlieb qui est un vieux dessinateur d'Astérix, de Pilote. C'est Giraud, Moebius, c'est Tardy, c'est tous ces gens-là ont dessiné dans Pilote. Et Pilote, je dis on va montrer des pilotes, des vieux pilotes. Voilà, ça c'est... Voilà un vieux pilote. Je mets ma main juste pour montrer. Alors, montre que derrière, il y a une pub Camel, parce que c'est quand même hyper drôle. Alors, voilà, un deuxième. Alors, celui-là, il est un peu particulier. Et on va faire... Donc, il y a évidemment, à l'époque, on avait... pour le tabac dans de la revue pour jeunesse, quoi. Voilà. Évidemment, on n'avait pas ce genre de souci. Celui-là est particulier. Il est de mai 74. Ce qui est particulier, c'est que c'est le dernier pilote hebdomadaire. Et à partir de mai... pour des histoires d'argent, etc. Trésorerie, et puis de coûts, du papier, etc. Pilote passe en mensuel. Donc, alors avant, à cette époque, en 74, il y avait déjà le démarrage des journaux pour adultes, entre guillemets, avec l'Écho des Savanes, qui date de 71-72 pour les premiers numéros. L'Écho des Savanes, c'est Gottlieb, Bretécher? C'est pas Gottlieb. C'est Bretécher, mais je crois pas que ce soit Gottlieb. Il était plus Fluide Glacial. Voilà. Il me semble qu'il a un peu passé à l'Écho des Savanes. Oui, il a dessiné des choses, mais je suis pas sûr qu'il est dans les fondateurs. C'est Mandrika, etc. Le concombre masqué. Voilà, c'est ce genre de. Je le précise parce que j'ai déjà fait des blagues sur Facebook sur le concombre masqué, parce qu'on est en période masquée, même si évidemment là. Voilà, c'est un peu différent. Donc c'était déjà apparu. Et puis ça avait déjà un peu drainé certains dessinateurs qui préféraient dessiner un peu pour l'Écho des Savanes, comme Moebius, des choses comme ça. Enfin, il y avait des bandes qui passaient, Gottlieb dessinait des choses, même s'il n'était pas vraiment là-dessus. Et on verra apparaître un peu plus tard, mais vraiment très peu de temps, dans 76, tout ça, les gros journaux qui vont complètement changer le truc, c'est vraiment avec Fluide Glacial et Métal Hurlant, qui vont apparaître, mais c'est pas en 74, c'est un peu après. Mais, on en fera une autre. Mais réellement... Et les Humano, c'est encore après, à suivre, c'est après. Les Humano, donc c'est Métal Hurlant. C'est les mots d'édition, excuse-moi. Et voilà. Alors il y a un journal qui s'appelle Tintin qui aussi commence à changer de format, etc. Parce qu'en gros, il y a un gros changement en 74, et ils changent un peu de format, ils iront jusqu'en 78, ils rechangeront, et ils arrêteront en 88, complètement. Spirou, ça depuis 37-38. Ça continue, hein, Spirou. Ça s'arrête, ça s'est quasiment même pas arrêté pendant la guerre. Il y a toujours, et le journal, et je crois qu'il y a toujours aussi le club Spirou auquel on était abonné. Oui, il y a aussi des on recevait des BD, et des cadeaux, j'aimais bien. Voilà. Alors donc le genre de choses, donc là c'était un peu des choses très standards. La période d'Astérix en question est très sympa. Enfin, les Astérix de cette époque-là, ils sont vraiment... parce que quand on dit que c'est pour la jeunesse, c'est un peu comme les Disney, tu as quand même un sens... Enfin, il y a un ou des sens ou des blagues. Il y a Goscinny, il y a quand même il y a des niveaux de lecture qui sont un peu sophistiqués pour...
qui ne concerne pas que les enfants jusqu'à 12 ans, quoi. Enfin, voilà, on peut relire ça et trouver des choses un peu plus sympas. Et tes petits amis, tes potes au collège, ils lisaient Pilote, ils lisaient toutes ces revues? Alors, Pilote, c'était déjà une revue qu'on lisait plus au lycée qu'au collège. Ouais, non, mais clairement, tu vois, c'est... clairement, ouais. Pour avoir une idée de comment ça se Moi, passait. j'avais donc 12 ans, mais les pilotes... voilà. Alors les pilotes très sympas. C'est quand même joli, hein. Voilà. Alors ceux-là ne sont pas très. Voilà, il y a des dessins, des choses comme ça. Les pilotes plus sympas sont vraiment fin des années 60, début 70, où là vraiment on a les Bilal, les Druillet, etc. Là déjà, dans ces numéros-là, il n'y a pas beaucoup de choses. Les derniers numéros hebdomadaires sont pas très, c'est moins intéressant que ceux des années 71-72. Ça allait dans tous les sens. Et fin des années 60, on a les rubriques à braque, etc. On va voir ce genre de choses. D'ailleurs, dans ce qui est sorti en 74, il y a beaucoup de choses qui ont été prépubliées dans Pilote. Alors, on va continuer sur des albums. Il y a un gros dessinateur, en volume de production, qui s'appelle Herman, donc qui à l'époque sortait ce genre de choses, Comanche. Donc là, on est sur le troisième. Hein. Herman, c'est la couleur. Oui. Alors, il faisait ça avec Greg. Donc, Greg, Greg, c'est Achille Talon. C'est Achille Talon, mais c'est un scénariste qui tient la route. C'est pas délirant, mais c'est bien, c'est carré ce qu'il fait. Mais Herman, il a aussi changé après. Alors, alors, à l'époque, il avait 2 séries avec Bernard Prince, qui est une vieille série, et Comanche. Il avait fait des petits trucs un peu aussi moyenâgeux, mais qu'il a abandonné très vite. Maintenant, il est connu avec Jérémia et des choses comme ça, mais qui sont des séries qui sont beaucoup plus récentes. Voilà. Alors ça, par contre, voilà. Parce que c'est quand même sympa. Voilà, c'est des séries qui sont pas forcément... paradoxalement, c'est Dargaud qui imprime, qui publie ça, mais on le voit ici, si on le revoit, c'est quand même une histoire du journal de Tintin. Donc c'est pré-publié dans Tintin, ce genre de choses. Ça, c'est un truc qu'on oublie, mais pour tous les siècles, je le vois au 19e siècle, on oublie l'importance de la presse et on est en train de la réévaluer. Voilà. Mais sauf que pour Pilote, etc., y a bien des archives à la BNF, mais c'est pas numérisé comme tu sais que je peux m'amuser avec les vieux journaux parce que c'est trop récent. Voilà. Alors, et ce qui est très intéressant de lire ces journaux d'époque, c'est que il y a des trucs à part, des petits dessins quasiment dans les marges, parfois de dessinateurs très sympathiques. Hein. Ouais, et c'est souvent par réédité. Oui, c'est souvent par réédité. D'ailleurs, il doit y avoir... je ne sais pas s'il n'y a pas un Bilal qui traîne dans un des 2 pilotes. Là. Mais juste comme ça. Et ce qui est amusant entre Dargaud et le journal de Tintin, qui est en principe Casterman, c'est que il y avait des prépublications qui passaient d'un éditeur à l'autre, qui étaient édités dans le journal de l'un et qui, à la limite, étaient imprimés par l'autre éditeur. Enfin, ils travaillaient ensemble, globalement. Ils collaboraient. Voilà, alors les choses qui sont sorties en 74 aussi, c'est évidemment de la prépublication... c'est la rubrique à braque de Gottlieb. Et là, juste de le voir, moi je commence à me marrer. Hein. Voilà, c'est tellement drôle. Alors là, avec le super Newton. Attends, montre-le parce que j'ai publié un article sur la découverte scientifique selon Isaac Newton. Voilà, donc Newton est en dos de la BD. Mais donc on arrive à la fin de ce que faisait Gottlieb dans Pilote. Donc tout ça a été prépublié dans Pilote, où il y a beaucoup de choses qui correspondent d'ailleurs au journal, avec en page de garde. Alors ça, c'est quand même un truc qui est assez présent déjà chez Franquin, c'est la mise en scène de la salle de rédaction. Oui. Alors, et ça, on l'a ici, on va le retrouver chez Harakiri. Voilà. Et là, on l'a carrément en photo. Et là, c'est en photo avec... En fait, c'est des mêmes, parce que ce sont des photos avec des phylactères qui sont rajoutés. Oui, voilà. Donc c'est comme du roman photo. Et donc, on trouve les dessinateurs de l'époque, que ce soit Fred, il y a Goscinny, il y a Gottlieb... il peut y avoir Druillet, il peut y avoir Giraud. Toi, celui-là, je ne l'avais pas mis dans l'article. Etc. Voilà, donc, avec une petite mise en scène un peu rigolo. Que Harakiri a fait un petit peu aussi, Charlie Hebdo, non, mais etc. Ça crée une grosse connivence avec les lecteurs, ça. Alors, oui, donc Gottlieb est à la fin un petit peu de ce genre de bande dessinée un peu gentille, et en même temps... Puis moi, je tiens quand même à dire, là, on voit Gottlieb qui s'auto-représente, ce qui est hyper courant. Il y en a un en orange mécanique qui est hyper ouf, mais... c'est pas le premier à s'auto-représenter comme ça, mais à en jouer à ce point-là. C'est un peu systématique. C'est quand même un truc très gottliebien, et je pense que ça fait partie du tournant qui s'opère en 74, ça.
Ça fait un moment qu'il le faisait. Lui, il le faisait depuis longtemps, mais ça fait partie des choses qu'il prépare, je veux dire. Oui, voilà. Mais alors, donc, la rubrique à braque est un truc un peu tout public, enfin... et Gottlieb, voilà, il commence à passer à des choses qui ne sont pas tout publiques. Je vais le rapprocher pour qu'on le voit bien. Donc, Hamster Jovial. Voilà, Hamster Jovial, qui est avec quand même... splendide. Voilà, donc évidemment, alors ça paraît être un... Heureusement que je ne monétise pas, parce que là, ça y est, c'est fichu. Voilà, parce que ça paraît être une gentille BD sur les scouts. Réellement, c'est une BD qui est très tournée, notamment sur tout ce qui concerne les disques de l'époque. Enfin, ce qu'on pouvait acheter chez un disquaire en 74. Voilà, du Beatles, du Rolling Stone, du Zappa, Magma, etc. Les Who, et puis qui est hyper sexuel. Et Pink Floyd, etc. Et puis avec des allusions sexuelles, bien même avec les enfants et tout, enfin les louveteaux. C'est concrètement dans Hamster Jovial, tout le monde ne pense cocu, quoi. Oui. Un peu de choses près. Oui, à peu près. Ouais. C'est quand même un running gag assez permanent. C'est un peu, à l'époque, c'est un peu permanent, notamment chez Gottlieb et ses copains. Ra Lovely, c'est dans ces périodes-là ? C'est un peu après. C'est 2-3 ans après. C'est une espèce d'épopée porno de Gottlieb, quoi. Voilà. C'est les débuts de Fluide Glacial. C'est des choses qui sont parues notamment dans Fluide, peut-être un peu dans l'Écho des Savanes et Fluide Glacial. Mais c'est sorti en album un peu après. C'est quel éditeur ? Presse de la Ah non, alors là c'est... Alors évidemment, c'est l'édition d'époque. Mais donc normalement, c'était... Et donc ça, c'est un format souple. Oui, on est vraiment entre le volume plus cartonné, comme les rubriques à braque, et la revue, quoi. Voilà, alors ça fait 35, voilà, c'est numéroté jusqu'à 35, ce qui n'est pas assez pour une BD, donc c'est un format un peu bizarre. C'est un peu plus grand qu'une BD ? C'est un format plus grand que la BD standard, et réellement, donc les presses de la bûcherie, c'est l'imprimeur de Fluide Glacial. Ouais. Dans l'édition standard, il n'y a pas écrit presse de la bûcherie, il y a écrit édition Audi, qui correspond à Fluide Glacial, quoi. Voilà. Mais à l'époque, tout c'était un peu compliqué, et Fluide Glacial était en préparation. Mais c'est pas tout à fait c'était pas sorti. Formalisé, quoi. Tout ça. Et ça a dû servir peut-être à financer en partie Fluide Glacial. Un peu comme chez Gottlieb, comment il s'appelle son personnage, le chien. Le chien, le Guéluron. Guéluron, voilà. Parce que les Guélurons sont sortis quasiment avant la création de Fluide Glacial. C'était des bandes dessinées qui étaient sorties dans PIF, les tout premiers Guélurons, et PIF a lâché les droits, enfin n'a pas voulu avoir les droits sur la pub, enfin a laissé les droits à Gottlieb sur la publication pour qu'il monte Fluide Glacial. Si c'était paru, sinon ça aurait dû être le tout premier Guéluron, il est chez Vaillant parce que c'était l'éditeur de PIF. Mais après, il y en a eu 4-5 qui sont sortis comme ça. Voilà, alors on a aussi des débuts de séries ou des dessinateurs qui sont devenus un peu plus connus, qui ont un peu démarré en 74. Voilà, ça c'est un peu un dessinateur pour enfants. Des c'est Yakari. Alors Buddy Longway, c'est une série assez amusante avec une rare série où le héros vieillit d'album en album. C'est un contre-western en fait. Voilà, c'est un contre-western où il y a... C'est ni Lucky Luke, ni... Ah non, c'est assez particulier. Vraiment... Et donc Chinook, ça c'est le premier, et il a fait donc Yakari quelques années après comme série. C'est hyper beau. C'est assez amusant, oui, Derib, c'est assez amusant. Une autre série, un dessinateur qu'on connaît, qui nous a quittés il y a pas si longtemps, mais enfin voilà, qui est Comes, qui a prépublié chez Pilote, et donc notamment cet album-là, qui est sorti. C'était assez confidentiel parce que moi j'avais lu l'histoire dans Pilote et je cherchais l'album quand j'étais à cette époque-là et je ne l'ai jamais trouvé. Bon, j'ai fini par le retrouver plus tard. Donc ce qui est étonnant chez Comes, c'est que en fin de compte, il a fait ses 2-3 premiers albums sont des albums de science-fiction.
avec un petit côté enfin avec des animaux, etc., ce qu'il a totalement abandonné après. Comet, c'est le dessinateur de Silence. Silence, La Belette, Eva, etc. On retrouve le dessin, mais en fait c'est pour ça aussi que les couvertures de Silence, elles peuvent être éditées en couleur. Parce qu'il y a des moments où on retrouve vraiment le dessin et des moments où on retrouve Silence. Je monte juste un petit passage sans trop couvrir pour pas abîmer la tranche. Bon, celui-là il est mort. Mais ça change. Mais ça, de toute façon, des dessinateurs qui changent, il y en a plein comme ça. Ouais. Donc il a trouvé après vraiment son style avec des choses en noir et blanc, proche de la nature, un peu fantastique. Mais là, c'était vraiment de la science-fiction avec des vaisseaux spatiaux, etc. Enfin, ça savait rien. Enfin voilà. Et il a fait d'autres. Il a dans cette série-là, c'est Ergun Lérand, la série. Voilà. Et donc Ergun Lérand, il y a 2-3 tomes. Qui sont, c'est de la science-fiction. C'est de la science-fiction. Ça part, les gens ne recherchent pas ça à tout prix. Clairement, c'est pas mal. Non, mais c'est qu'il y avait quand même pas mal de BD de SF aussi, et ça fait partie des choses. Oui, c'était... La littérature mais dans Pilote, ça avait compté, quand même, le Dieu vivant, parce que c'était un peu... ça changeait. Bon, on avait des choses qui paraissaient, j'en ai pas sorti, mais il y avait quand même... Christin qui faisait Valérian, des choses comme ça, déjà qui sortaient déjà à cette époque, mais qui était un peu sur un mode comique. Là, c'est de la science-fiction avec des choses un peu plus sérieuses. Voilà, donc là, on est avec Gottlieb, on commence à attaquer un peu vraiment sur des choses qui dépassent les enfants. Mais il y avait déjà une presse en 1974 et depuis quelques années qui était moyennement pour les enfants. Donc ce qui est sorti par exemple en 1974, il y avait du Reiser. Alors, bon, ça reste du Reiser que les enfants peuvent lire, mais enfin, c'est caustique, Reiser. C'est quand même pas pour tout le monde. Reiser, donc c'était des choses qui sortaient. Là, c'est du Charlie parce que Harakiri s'est transformé en Charlie Hebdo. Pour faire l'histoire. Donc c'est des formats souples. On voit le petit cycle alors là c'est Harakiri. C'est Harakiri encore. Ouais, voilà. Non, c'est les séries bêtes et méchantes. Mais réellement, bon, c'est le slogan d'Harakiri. C'est le slogan d'Harakiri et tout ça, alors c'est amusant, c'est les presses de la bûcherie toujours, ça. C'est édité chez le même éditeur que le Flux glacial. J'aime pas trop Wolinski. Non, c'est Reiser, ça. Mais j'adore Reiser, oui, mais justement, je fais la comparaison. C'est quand même de la BD qui est souvent assez obscène, mais je trouve que chez Reiser, il y a quelque chose de beaucoup plus émancipateur que chez Wolinski, qui est juste sexiste, quoi. Oui. Mais ça ferait une vidéo à part entière, quoi, Reiser. Voilà, donc les choses qu'on pouvait... Alors, chez le même éditeur, alors ça, c'est des choses c'est rare. Ça, c'est un peu moins connu. Ça, je l'ai, moi, en dédicacé, c'est un cadeau de maman. Voilà, donc c'est du Buzzelli, qui est sorti en 1974, avec... c'est un peu... On est avec des gens qui... Alors ça, c'est... Ça, c'est de la BD italienne. Voilà, c'est un Italien, c'est très très noir. Il n'arrive pas à vendre sa étoile, il fait des BD pour vivre. Buzzelli, il est réédité en ce moment en œuvre complète, donc c'est quand même quelqu'un qui compte, ça compte dans l'histoire de la bande dessinée, et notamment pour Zilzelub, qui est une espèce d'autobiographie de lui-même qui se disloque. C'est une BD qui est sortie un petit peu plus tard. Alors, beaucoup ça, c'est les sorties France. Après, en Italie, je sais pas. Et ça, c'est plus un genre de SF anticipation, politique, archi-politique. Très politique. Et La Révolte des ratés, et c'est vraiment, vraiment bien. Alors, ce qui est étonnant, c'est ça, je l'ai lu à l'époque. J'ai un copain, il avait ça, et là, ça m'a surpris de tomber là-dessus. Parce que ça, c'est quand même bien avant la fantaisie, quoi. Ça pourrait se rapprocher de la fantaisie à la Loiselle. Ah non. Non, tu trouves pas? Tu vois, je dis des bêtises. Non, parce qu'il y a un côté trop politique et puis trop noir. C'est trop noir. Je pensais au Grand Port d'une Schinkel, des choses comme ça. Mais avant, et quand même dans un registre hyper différent, quoi. Mais bon, c'est toi l'expert. Donc là, ce qu'on pouvait aussi trouver, qui était important à l'époque, c'est Actuel. Alors Actuel, c'était un journal avec des actualités évidemment, des choses comme ça, mais un peu underground, et avec une partie BD. Et ils ont édité quelques BD, mais c'était pas leur... Alors ça c'est Crumb en 1974, mais ils aimaient bien Crumb, ils ont édité
très peu de BD, mais il y a eu des choses un peu sympas. Donc Crum, là, on est sur de la BD américaine. C'est l'apport. Hein. Voilà, alors, l'impression est pourrie, la traduction est pourrie, enfin bon, voilà. Là, faut vraiment aimer. Mais là, tu vois, c'est marrant parce que des gens comme Gottlieb, même Goscinny, ils étaient vraiment inspirés de Mad, mais les références US, elles commencent à changer, quoi. Mad reste toujours important, oui. Mais on passe à l'underground, alors d'un Spiegelman qui n'est pas encore vraiment connu à l'époque, mais qui fait partie de ce mouvement underground. Il publiait très peu de choses. Hein. On passe à Crumb, et Crumb qui est archi majeur. Qui est très connu, qui J'avais déjà parlé de Beachy Beach de Roberta Gregory, qui elle n'était pas connue, mais qui fait partie quand même. C'est plus récent, Non, là, on est vraiment, sur là, on est vraiment sur la BD San Francisco début des années 70. Les BD des hippies, quoi. Voilà, à peu près ça. Des post-hippies. Voilà. Donc Shelton Sheridan et tous ces trucs-là. Et Crum, voilà. Donc, alors après, quand Fluide a démarré ses albums et sa maison d'édition, ils ont réédité presque tout Crum. Voilà. Alors il y a un truc qu'on sait que peu de gens savent, quand on cherche, on trouve, hein, c'est que Dargaud a édité... Qui me dit ça, moi qui suis chercheuse. Voilà, non, mais boum on peut trouver des choses, non, parce que parfois on annonce, ah oui, ça y est, la première bande dessinée de Crumb a été éditée en français, j'ai entendu ça dans les années 2000 ou 2010, hein, mais réellement, elle est sortie dans les années 70 chez Dargaud, et elle a été prépubliée dans Pilote, etc. C'est un peu surprenant, et quand j'ai dit ah bon tiens je la connaissais pas, ah bah si mais je l'avais déjà, et bon voilà, mais en fin de compte ce n'était qu'une réédition. C'est très bon pour la philo des sciences, faut toujours se méfier des précurseurs, hein. Voilà, donc en fin de compte parfois il y a des annonces, je disais que chez Dargaud, alors là je triche un petit peu, je vais montrer l'album qui est assez connu. Le très fameux Déliris de Druillet. Voilà, donc alors là c'est pas 74, c'est 73. Mais bon, en 74 il en a fait un autre, mais qui est... Bon, celui-là est quand même mieux que Vuse, etc. Et en plus il y a Loeb, qui est quand même aussi quelqu'un qui travaillait pas mal chez Dargaud. Et... Ça, faut montrer un peu à l'intérieur. Voilà, donc ça... Parce que c'est aussi un moment où on commence à, comme on le faisait chez Gottlieb, à vraiment déstructurer la planche, la case et la planche. Alors là, il avait déjà attaqué un petit peu ça, mais là... alors... mais c'est un chef-d'œuvre à ce niveau-là. Voilà. J'ouvre au hasard, hein. Voilà. Mais tout est splendide. Voilà. Au niveau graphisme, ça c'est bon, hein. Tu peux prendre la BD, en faire des posters. Hein. Voilà, donc, et puis l'intérêt un peu de ça, c'est qu'il y a une vraie histoire, parce qu'il y a un vrai scénariste. Parce que ce qui n'est pas toujours le cas un peu chez Druillet, qui au niveau dessin est très intéressant, mais parfois les histoires, c'est bon, voilà. Mais Druillet, il donne vraiment sa coloration à l'époque, parce qu'il a illustré par exemple beaucoup de couvertures de romans. Oui, il n'arrêtait pas. De SF, je crois même qu'il a fait des jeux vidéo, des choses comme ça. Un peu plus tard, oui, non, mais illustré partout. C'est un illustrateur, hein, beaucoup. Hein. Ça fait vraiment une... Il faisait des posters, des trucs... Une esthétique d'époque et un peu de niche, parce qu'on est toujours dans des littératures de genre, pour jeunes, ados, jeunes adultes, alors les garçons. La particularité... Là, on est chez Dargaud, et beaucoup chez Pilote, donc, et on est sur une série, avec les petits traits, qui s'appelle Histoire fantastique, hein. Et à cette époque-là, les histoires fantastiques, c'est là, à la limite, on pouvait acheter toute la collection Histoires fantastiques. Il n'y avait rien acheté. Hein. Donc, alors en 74, il n'y en avait pas. Ouais, non, il n'y avait rien acheté. Voilà. Mais les premiers Bilal, non, c'est bon. Les premiers Bilal qui sont sortis, ils sont tous sortis en histoire fantastique, enfin, qui sont connus. Hein, la croisière des oubliés, etc. Tous ces trucs-là, c'est dans cette collection-là. Il y avait des choses qu'ils faisaient à côté, mais il y a eu 4-5 tomes chez Bilal, etc. Mais ça, c'est le Bilal période Christin, et le dessin de Bilal. Toujours avec Christin. Là, c'est vraiment un dessin très récent de Bilal, et moi, je trouve que son dessin précédent est aussi super intéressant. Les gens il y a des gens qui sont un peu bloqués sur la période des années 70-80 jusqu'à comment là, dire... on est dans un Bilal plus peinture, mais on était dans un Bilal, je sais pas, je vais dire plus SF, parce que je suis pas précise, mais ça a vraiment changé de dessin. Ouais. Et dans la même collection, il y en a un que j'aime beaucoup, et qui est pas connu du tout, là. Voilà, dans la même collection, ils éditaient ce genre de choses. Les manches bitumes. Voilà. Alors, ce qui est... Je l'ai pris... C'est vraiment de l'anticipation, ça. Oui, c'est un monde futur très improbable. L'intérêt, c'est... Alors, on est chez Dargaud, ça a été prépublié. Tout ça, je l'ai lu, moi, dans Pilote à l'époque.
quasiment entièrement. Et on est toujours avec le même scénariste, c'est Loeb le scénariste. Et le dessinateur qui est absolument pas connu, c'est Bielsa, qui est un Espagnol qui a fait très peu de choses. Je pense qu'il nous a quittés assez vite. Parce que j'ai recherché d'autres choses, mais j'ai rien trouvé d'autre en France qu'il a publié. Voilà. Donc ça, on est toujours sur les histoires fantastiques. Tu dis que c'est un futur très improbable, c'est quand même la BD qui annonce la Google Car. Hein. Et les voitures automatiques. Ah oui, les voitures marchent toutes seules, etc. Les gens vivent dans les voitures directement. C'est une civilisation où les gens commencent à tous être en bagnole, tout le temps. Voilà, c'est assez étonnant. Voilà. Alors, c'était juste avant la crise pétrolière, c'est assez rigolo, puisque évidemment, tout ça, les problèmes d'énergie ne se posent absolument pas dans la BD. Ce qui est très intéressant. Il y a d'autres problèmes. Le monde est envahi par les robots. Enfin, les voitures sont des robots. Les robots deviennent intelligentes. Hein, mais... Voilà. Mais c'est une chouette idée sur la bagnole. Pour les gens, il y a un petit truc un peu aussi amusant, c'est qu'il y a des ordinateurs écrivains dedans. Oui, c'est vrai. Donc pour la littérature, c'est un petit côté... et ça se met en place. Hein. Un petit peu rigolo. Voilà. Les générateurs de récits, il y a des trucs... Donc là, il y a tout un truc parce que sur les générateurs de récits. En 74... ça, j'ai vraiment adoré, les manches bitumes. C'est les BD de ma jeunesse. Hein. Oui. Qui n'est pas de 74, quoi. Oui. Alors, quand on était en 74, il y avait des gens qui sont très connus, qui sortaient des BD, qui sont des séries connues. Tu veux que je te montre l'autre en même temps? Oui, ou l'autre en même temps. Donc, Blueberry, Giraud, il arrivait à sortir 2 albums dans la même année. Et pas des petits albums. Hein. Il est vraiment, vraiment fort. Et donc, en plus, le Balade pour un... Puis c'est beau. Voilà, c'est beau. Balade pour un cercueil, c'est pas un 48 pages standard. Il y a un peu plus. Il y a un gros volume. Et après, alors, les 2 précédents, qui sont de 72-73, les 2 précédents, c'était L'homme qui valait $500 000 et Chihuahua, qui sont quand même des albums. C'est un double, c'est une histoire en 2 albums qui sont un peu quasiment ce qu'il a fait de mieux dans Blueberry. Hein. Ouais. Donc là, ça reste quand même d'un bon niveau. Hein. Voilà. Donc deux Blueberry la même année. Il avait quand même... Maman aime bien raconter qu'il lui avait fait une dédicace, mais sans regarder la feuille, en 3 secondes. Non, mais ça, c'est le génie, quoi. Giraud, il dessinait... Le génie et le boulot. Il dessinait une vitesse démente. Hein. Voilà. Et puis, il n'avait pas besoin de regarder. Et il commençait à attaquer des choses avec... c'est Humanides aussi. C'est marrant, parce que ça devait pas... Non, c'est bien 74, hein. Ah ouais. Parce que Giraud, il a aussi un autre nom. Voilà, et Giraud, donc, il dessine aussi sous le nom de Moebius, de la SF. Et il faisait ce genre de choses à l'époque. Le bandard fou. Et donc là... Et là, on n'est pas dans le même format, je vais quand même le montrer par rapport à celui-là. On est quand même dans un truc vachement plus grand. Voilà, c'est un format un peu différent. Souple. Alors, c'était les petits éditeurs qui n'avaient pas beaucoup d'argent, donc ils éditaient des choses en souple qui revenaient pas trop cher, et avec des formats un peu particuliers. Et comme à cette époque-là, il avait le temps de faire plein de choses. Je vais montrer un peu à l'intérieur parce que c'est quand même assez... Par contre, c'est fragile. Hein. Ouais. Clac, clac, clac. Ouais. Mais ça fait quand même des jeux de pages. Bon. Ouais. C'est pas une BD pour la vaisselle cette fois, faut venir voir. Hein. Mais le dessin de Moebius est quand même toujours... Alors c'est du noir et blanc, en plus il y a une page... c'est quelque chose d'artiste, mais alors franchement je ne l'ai jamais senti l'arrogance d'un Bilal. Mais bon. Ouais, c'est le génie ça. Voilà, et il y a un truc un peu important, je dirais ça, voilà. Ça va se voir, ça va. Voilà, il faut reculer là, voilà. Donc ça c'est... Faut le bouger. Il faut le bouger un peu, voilà, parce qu'il a une petite couverture, il est plastifié, c'est là un peu, voilà. Et là on est chez Futuropolis. Et là on est aussi sur les débuts de Futuropolis, qui s'amusait à sortir des trucs, toujours en souple pour que ça coûte moins cher, en 2 couleurs pour que ça coûte moins cher. Mais avec des formats improbables. Et puis qui ressortaient. Alors si, il y avait un peu il y a de la couleur, parce que ça rattrapait des choses, des illustrations ou des histoires qui était sortie, par exemple celle-ci vient de Pilote. Hein, et là tu m'avais expliqué que pour le coup là c'est le format du dessin original. En principe c'est les planches, oui, en principe on est en format original de l'atelier, sorti de la table à dessin. Mais ça tu vois c'est important au niveau de l'octorialité des dessinateurs de retrouver, tiens montre-le celui-là il est tellement beau. On a la déviation dedans, etc. C'est parce que c'est...
tu te rapproches de l'œuvre originale et t'es plus dans un truc qui est juste du consommable, quoi, tu vois. C'était le but, ouais. C'était le but, de se rapprocher Non, parce que tu vois, les transformations qu'on est en train de voir sur l'année 74, qui s'opèrent cette année-là, elles sont bien éditoriales, au niveau du marché, au niveau des cibles, au niveau des thèmes abordés, genre le sexe apparaît, les BD sont plus caustiques. Oui. Alors le sexe apparaît de façon... Enfin, il était déjà dans certaines BD, mais il apparaît de façon un peu... Il y en a, oui, puis un peu, pas systématique, mais ça devient presque courant. Et mais tu as aussi cette dimension-là de l'autorialité, de la création d'un statut d'artiste pour les dessinateurs, quoi. Oui. Alors pas légal, on commence à vraiment connaître leur nom. C'est évident. Après, bon, les légendes, ils dédicaçaient, etc., un petit peu, ils apparaissaient. C'est sûr qu'avant ça, Hergé avait un nom que tout le monde connaissait en dessinateur, mais après, le nom des dessinateurs d'Astérix, de Lucky Luke, de machin, dans les années 60-70, il fallait vraiment s'intéresser à la chose pour le savoir. Hein. Il y a très peu de gens qui savaient qui dessinait quoi. Hein. Non, mais parce que pour considérer que la bande dessinée appartient à la littérature, fait partie d'un art, il faut plein d'étapes, quoi. Ouais. On continue ? On continue. Alors, dans la... Ça, c'est quand même toujours dans les histoires fantastiques, hein, dont on parlait avec Bielsa et avec Druillet, etc. Bon, il y en a un qui est... c'est vraiment... Qui est un peu... Qui est connu, mais avec un album qui n'est pas très connu, qui s'appelle Tardy, qui a aussi fait en 74. Toi qui es un de tes préférés. Voilà, c'est un peu ça. Et donc, il a aussi fait un truc à la... Bon, c'est à la Jules Verne, hein, c'est clair et net. Hein, c'est un pastiche assez satirique de Hetzel et de Jules Verne. Voilà, pour moi, c'est génial. Voilà. Hein, c'est du pain. Il y a une étude complète sur une monographie des planches. Hein, c'est assez net. Hein. Donc, il sort ça, qui avait dû être aussi prépublié. Je ne sais même pas si ça a été prépublié dans Pilote. Je ne me rappelle pas l'avoir lu. Je pourrais vérifier. C'est assez drôle en plus, hein, parce que ça reprend aussi des trucs qu'il y a chez Jules Verne, mais qu'il y a de manière plus générale dans les romans feuilletons, fin 19e, début 20e, et puis bon, avant, mais le côté complètement rocambolesque, hein, qui est rocambolesque, ça vient du nom du personnage de Rocambole, c'est invraisemblable, il y a des rebondissements, sauf que là, c'est pas juste pour tenir en haleine, en fait, on en rigole, quoi. Pas comme chez Gottlieb, c'est quand même un autre ton. Mais Tardy, c'est quelque chose. Et puis c'est un dessin. Voilà, c'est un dessin, et puis avec des inventions de l'époque, un futur... Mais là, c'est de la SF du passé, en fait. C'est de la SF du passé, qui maintenant devient... C'est du steampunk, en fait. C'est du steampunk avant l'heure, hein, mais c'est clairement ça. Hein. Mais, oui, puis les bateaux à vapeur, etc. Si vous aimez le steampunk, il faut aller voir Avril, les dessins animés. Avril ou le monde perdu. Oui, mais après, Tardy n'est pas toujours d'accord sur tout ce qui est sorti sous son... Avril, ça va. Ça va. Mais alors Tardy, donc... il m'avait lui-même dit que Adèle, il n'était pas content. Voilà. Alors, c'est intéressant Tardy en 74, parce que, en fin de compte, il était déjà... il sortait des planches dans Pilote depuis 71 peut-être, ou 70, enfin un truc comme ça. Mais donc les premiers albums qui sortent, c'est en 74. Donc il sort ça. Ce qui est quand même déjà ouf. Il sort celui-là aussi, qui est en fin de compte... Adieu Brin d'Avoine. Adieu Brin d'Avoine, mais qui correspond à Adèle Blanc-Sec sans Adèle Blanc-Sec. C'est avant. Mais c'est avant, mais après, qui a été repris dans Adèle Blanc-Sec. Parce que le personnage secondaire d'Adèle Blanc-Sec, c'est Brin d'Avoine. Ouais. Et puis Brin d'Avoine, il a une série aussi. Enfin, une série, c'est peut-être beaucoup dire, mais il y a toute une suite d'albums quand même, Brin d'Avoine. Non, mais c'est dans Adèle Blanc-Sec, tout ça. Il n'y en a pas des... Ça me semble pas, hein. Là, je vois pas. Voilà, donc cet album-là est sorti, prépublié dans Pilote aussi, dans les années 2-3 ans avant, sorti comme ça, et Adèle Blanc-Sec est sorti 2 ans après, en 76, il me semble, avec Le Savant Fou, etc. Et donc, Tardy a arrêté de travailler avec Pilote, tout ça. Voilà. Ouais, ben là, les formats à l'intérieur, ça joue un peu, mais c'est plus, quand on voit les médaillons, ça c'est plus un côté 19e. Voilà. Les démons des glaces, il est quand même sympa pour... je le montre juste rapidement, je t'embête, parce que il y a ce côté 19e qui peut être ultra... c'est de la gravure. Hein. Et là, on est sur un travail du noir et blanc, parce que le noir et blanc, là, c'est pas du noir et blanc façon presse, quoi. Hein, c'est un autre noir et blanc.
c'est façon gravure. Et avec un dessin très proche, voilà, je pensais à une planche comme celle-ci, tac, 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 qui, pour le coup, reprend la gravure, mais qui va aussi reprendre la gravure d'un Vallotton ou le dessin de presse, mais pas le dessin de presse d'un Reiser un peu cracra, que j'adore, hein, mais on est vraiment sur quelque chose de très très à part avec Tardy. Là, enfin bon, ça c'est des choses comme ça, il en a pas fait deux. Ça doit être du boulot. Non, il s'est fait, voilà, c'est un peu un exercice de style. Un peu complet. Et comme l'année n'était pas finie, Futuropolis a sorti, comme il y a eu un GIR, il y a eu un Tardy. Voilà, comme il démarrait, donc qui correspond à qui est une histoire. C'est la véritable histoire du soldat inconnu, le sous-titre. Donc avec des grandes planches, etc. C'est typiquement, c'est pas à mettre entre toutes les mains, mais... ça, c'est dans la veine un peu d'ici même, j'ai fait une vidéo sur ici même. Voilà, mais là, il y a Tardy est tout seul, il n'y a pas de scénariste. Donc c'est... ici même, c'est avec Forrest. Voilà. Oui, grandes planches, etc. La sexualité, des corps qui sont pas esthétisés ni outranciers, qui ont quelque chose d'un peu réaliste et en même temps très BD. Voilà, des décors un peu 19e, un retour sur la Première Guerre mondiale, enfin il y a déjà tout Tardy. Et l'histoire, il y a déjà tout Tardy. De Tardy, elle est hyper importante et politique. Voilà. Comme déjà là. Donc en BD adulte, alors évidemment ce genre de choses comme le GIR, ça au supermarché. Ça je l'ai jamais vu. Ça ça s'achetait par correspondance ou vraiment en boutique spécialisée. À Paris quoi. Oui, je pense que dans les grandes villes on pouvait trouver ça. J'ai trouvé des gens qui avaient acheté ça à l'époque, mais bon, c'était des Parisiens qui étaient très très branchés BD. Mais sinon, c'était pas évident. Mais bon, il y avait beaucoup de dans les journaux type Métal Hurlant, on pouvait acheter ce genre de choses par correspondance. Il y avait les bons de commande et les catalogues. Autre chose qu'on pouvait s'acheter, qui n'est pas spécifiquement adulte, mais quand même un peu, on pouvait acheter les Corto Maltese en 74. Voilà, donc ça sortait, ceux-là, et ces deux-là sont sortis en 74. Chez Casterman, qui avait déjà un peu la série. Et à l'époque, ça avait déjà été dessiné un petit peu avant. Ça c'est la série de 6 de l'époque en cartonné, qui ont été un peu repris et qui est en couleur aussi. Puisque après, ceux qui ont été beaucoup plus connus, type La Mer Salée, etc., c'est sorti en noir et blanc un peu plus tard, notamment avec À Suivre. Mais mais ceux-là, ils sont sortis déjà comme ça. Et mais Pratt, les premiers albums de Pratt, c'est avant 74. Et un peu pour se faire plaisir, si on avait un peu d'argent et on pouvait acheter par souscription, ça en 74. Voilà, ce qui n'est pas le premier Corto Maltese, c'est le deuxième. Voilà, mais c'est quasiment du tirage limité. Parce que là, donc, c'est-à-dire qu'il y a déjà une bibliophilie en fait au niveau de la BD. Voilà, donc ça, pour voir ce genre de choses, il fallait vraiment en librairie, je ne sais pas où ça pouvait se trouver, à part dans les librairies spécialisées parisiennes, ou sur les 2-3 grandes villes, mais on trouvait ça par correspondance. Mais ça coûtait cher, ça. Ah bah oui, ça coûtait cher. Alors il y en a eu un avant, en 72, il me semble, qui est le premier. Voilà. Hop. Voilà, et la qualité de l'impression, elle est dingue. Les images sont magnifiques. Mais ça, c'était annoncé avant que ça sorte, etc., dans les journaux spécialisés de bande dessinée. Voilà. Donc en 74, si on achetait tout ce genre de choses, ça pouvait être assez sympathique. Et bon, plus tout le. Les Philémon, par exemple. Voilà, Philémon, il y a deux Philémon qui sont sortis. On a plein, tous les auteurs, mais qui avaient démarré avant avec leur série, sont déjà présents. Et qu'on continue. Dans 74, c'est une grosse année en bande dessinée. Pas en volume un peu plus que les années précédentes, mais en nouvelles séries, sur des albums un peu majeurs,
On n'en aura pas plus beaucoup comme ça. Configuration. Oui, ça bouge dans tous les sens. Hein. C'est assez étonnant. Et toi, finalement, parce que toi, ces BD, tu les as lus, mais tu les as pas lus en 74, ou très peu. Alors moi, ce que j'ai lu, dans tout ce que j'ai montré, ce que j'avais déjà lu, à peu près en 74, j'en avais lu une partie en prépublication, par exemple dans Pilote. Par exemple, une partie de... J'avais lu un peu de Corto Maltese dans Pif. C'était amusant. Alors, quasiment dans les années 69-70, j'étais tombé sur ça. Pas forcément ceux qui correspondent à 74, mais j'en avais un petit peu lu. J'avais lu un peu de Tardy dans Pilote. J'avais lu... les Blueberry, je ne les avais pas lus. J'avais lu du Comès. Je les avais lus quasiment entièrement dans Pilote. Mais à Pilote, j'étais tombé sur des petites choses comme... alors là, c'est vraiment un hasard. Sur le Charlie Hebdo. Je lisais pas Charlie Hebdo à cette époque-là, mais j'étais tombé sur le... Tu n'as jamais lu très assidûment Charlie Hebdo, hein? Non. Mais le hasard a fait que, oui, je suis tombé sur la Révolte des ratés, un peu par hasard. Puis bon, après les séries, je parle pas d'Astérix, etc. Même Comanche... Bernard Prince, j'en avais un peu lu à droite à gauche, hein, mais c'était pas des séries ultra qu'on croisait à tous les coins de route. Hein, ça, mais alors ça veut dire qu'en fait quand tu as commencé à vraiment lire encore plus de BD, à vraiment les chercher activement et à voir de quoi en fait en acheter un peu, d'abord un peu. Oui, un peu. Un peu, et notamment quand tu as été à Paris, mais plus tard, quoi. Même avant, ouais. C'est-à-dire que, en fin de compte, moi j'ai commencé à vraiment acheter des BD quand j'ai découvert le marché de l'occasion, enfin les bouquinistes et tout ça. Et c'est pour ça que tu t'es retrouvé à acheter en fait des BD plus anciennes, quoi. Voilà. De quelques années. Et puis j'ai commencé à chercher des choses, notamment à racheter tous les pilotes, à l'époque. J'ai commencé un peu par ça, je me dis, il y a des trucs, des machins, et puis il y a dans les pilotes, il y a des illustrations, il y avait des espèces de jeux rébus qui pouvaient être faits par Bilal, par Moebius, des choses au Casa, enfin voilà, les dessinateurs parfois faisaient des pages, des illustrations qui avaient, c'était pas des histoires, ce qui n'existe plus vraiment maintenant, dans le journal. Alors c'est vrai pour Pilote, c'est vrai pour Spirou, parce que j'ai acheté aussi les Spirou, etc. Tintin c'est un peu plus sage, mais dans Spirou on trouve aussi un peu ce genre de choses, avec Franquin, et puis tous les autres auteurs aussi, Roba, machin, ils peuvent, même Peyo, ils peuvent illustrer des choses qui ont moins de choses à voir. Donc Druyer, ça j'avais lu aussi, c'était un peu connu. Bon, ouais. Enfin, c'est vraiment Hamster Jovial. Je l'ai découvert un peu après, mais pas longtemps après quand même, Hamster Jovial. C'est des choses... Alors moi j'avais l'avantage d'avoir des grands frères. Donc ce qui pouvait m'amener des choses, notamment qui m'amenaient les pilotes, des choses comme ça. En plus de la musique, mais là c'est pas le sujet. Mais voilà, ça c'est un avantage parce que... quand on a 10-12 ans, c'est pas très simple Bon, évidemment, Internet n'existait pas, les catalogues, les machins, savoir où sont les éditeurs, qui sont les auteurs, c'était très compliqué. Hein, voilà. Et donc, au fur et à mesure, en fouillant, on reconstitue ce qui s'est passé dans le passé. Comme ça permet de retrouver ça. Et toi, tu es quand même un collectionneur, donc le fait aussi d'avoir des éditions originales, donc des premières éditions, c'est un truc que tu apprécies parce que tu aimes ce côté capsule temporelle aussi finalement. De la BD était comme ça, la revue était comme ça, enfin Oui, moi oui. Alors après, je suis pas un collectionneur compulsif. C'est-à-dire si j'ai des trous dans les collections, ça, je vis avec, hein, ça m'empêche pas de. Voilà, je veux pas un truc. Enfin, il y a 2-3 trucs. J'ai un peu sur les pilotes, j'ai quand même à peu près. Voilà, j'ai fait le plein, mais pas à des prix délirants. Et puis voilà, j'ai attendu parfois un peu longtemps pour être sûr. Là-dessus, tu es plus pêcheur que chasseur. Voilà, et on va dire ça comme ça. Et puis il y a des séries, j'ai des trous, mais c'est pas grave, hein. Et puis ça restera ou ça se bouchera petit à petit, mais ça m'inquiète pas. Après, donc l'intérêt, c'est... Alors, l'intérêt d'avoir les revues, ça permet c'est très sympa, alors, je parle beaucoup de pilotes, mais quand on a les premiers pilotes, c'est très sympa de voir qu'on a, dans le même pilote, on a 2 pages d'Astérix, 2 pages de Tanguy la Verdure,
2 pages de Barbe Rouge, plus un petit truc sur le petit Nicolas. C'est pas mal. C'est pas mal, quand même. Ça fait plus d'autres petits dessinateurs, Martial, machin, etc. Enfin, où il peut y avoir un Cabu, une page de Cabu, etc. Qui est dans enfin voilà, on peut. Mais finalement, tu vois, d'une certaine façon, je suis en train de me dire que quand on fait de la collection sans se hâter, c'est-à-dire que t'es pas Renaud, toi, hein, clairement pas. Non. Finalement, tu retrouves l'effet feuilleton de l'attente qu'on peut avoir quand on achète la revue en kiosque toutes les semaines. Mais toi, en plus, tu sais même pas quand ça va tomber, tu vois, l'épisode qui te manque. Oui. Après, et en plus, t'achètes pas forcément dans l'ordre. Ah oui, ça c'est un peu le compliqué. Ouais. Bon, après, l'intérêt aussi, c'est d'acheter des choses. Alors, il y a des choses un peu aussi que j'ai lues dans ce que j'ai montré. Je pense à Hamster Jovial, moi je l'ai eu entre les mains, mais une réédition, un machin, chez un copain, mais peut-être dans les années, fin des années 70 ou des choses comme ça, entraînant, j'ai retrouvé plein de choses. Tous les Dargaud en histoire fantastique, enfin tous, les Bilal, les Drouillet, on les trouve, ils étaient en librairie, à l'équivalent de la FNAC, etc., on pouvait les lire. Bon, après c'est sympa de les lire, c'est sympa de les avoir aussi, et puis de pouvoir les regarder un peu quand on veut. Mais moi, la collection, ça a démarré un peu étrangement. Oui. Et puis le fait de se dire, tant qu'à acheter des BD, autant acheter les éditions originales, qui à la limite n'étaient pas vraiment plus chères que des rééditions. Et ceux-là, a priori, moi je peux, si j'ai besoin de place, on peut les revendre les prix qu'on les a achetés au moins. Voilà. Et finalement, toi, tu reconstitues un passé qui n'a été que partiellement le tien, quoi. Ah oui. Moi, Non, mais comme quoi, la nostalgie, c'est pas forcément un truc qui manque voilà, par une présence arrachée, quoi. Non, voilà. Moi, c'est pas... Il y a 2-3 BD que j'ai vus dans les années 80, parce que là, j'étais sur Paris et je tradais où il fallait, quoi. Hein. J'allais chez Boulinier, chez Album, etc., pas chez Lutèce, parce que voilà. Enfin, des libraires... qui vendaient déjà de la bande dessinée de collection, enfin on va dire de collection, des choses un peu rares. Voilà. Donc là, il y a des choses que j'ai vues. Oui, bon, là, il y a certains que j'ai fini par acheter, d'autres que j'ai vus que j'ai toujours pas acheté. Hein. Ou j'allais dans la convention de la bande dessinée à Angoulême, où là il y avait les marchands et tout, et qui sortaient des albums un peu. Ah, ça, je m'en souviens. Un peu sympa. Je l'ai fait à Angoulême avec papa, maman, à la convention. Voilà, ça, j'ai fait. Avec les sacs, etc. Où il y avait les Belges qui descendaient avec des bandes dessinées qu'on voyait beaucoup moins en France, des choses dans ce goût-là. Mais. Oui, non, les 3/4 de ce que je montre là, en 74, je ne savais même pas que ça existait, hein, c'est évident. C'est évident. J'avais lu des petites histoires. Alors, il y a un truc, il y a une BD pour moi qui est un peu mythique par rapport à ça, c'est le Comès, le Dieu vivant. Ça, c'est une histoire que j'avais lue entièrement dans Pilote, et que moi, j'avais 10 ans, peut-être moins. Ça m'avait marqué. Ça changeait vraiment des histoires des Astérix, des Lucky Luke et compagnie. Et en lisant ça, j'ai dit, il doit bien y avoir un album. Et je ne comprenais pas qu'il n'y ait pas d'album de ça. Et j'ai cherché très longtemps l'album. Cherché. C'était pas non plus à 9-10 ans. Mais quand j'étais dans un magasin en grande surface, etc., je regardais. Et je ne l'ai jamais vu. Quand j'étais petit. Voilà. Bon, depuis, je le vois de temps en temps, et j'ai tendance à le racheter un peu systématiquement. Comme ça, je l'ai entre c'est un truc de l'enfance qui revient, ça. Alors, celui-là était vraiment... Alors, j'ai jamais vu... Quand j'étais petit, j'ai jamais vu l'album, j'avais lu l'histoire, et je ne trouvais pas l'album. Et je me disais, ça ne doit pas exister. Bon, ce qui est apparu aussi, en commençant à collectionner, les marchands, ils nous expliquent, il y a des catalogues, il y a des bouquins de cotes, il y a des machins, et là on commence à s'armer, et puis on se dit, on fouille dans la... on fait ses gammes. Hein. On fouille dans la bibliophilie, l'équivalent de ça, et là on voit tout ce qui est sorti, puis on dit, mais ça, je ne l'ai jamais vu, il me le faut, quoi. Et cet album-là qui est sorti 3 ans avant, chez cet éditeur qui a sorti 4 albums... Il est où hein, comme les premiers Bilal, ils sont sortis il y a des petits formats d'édition souple qui correspondent à des pages publiées dans Dargaud, qui ont été rajoutées déjà dans Pilote, ça a fait un petit album souple, avec un tirage ridicule. Ceux-là, ils sont pas évidents à trouver, quoi.
Ils étaient très mal distribués, très diffusés. Ils sont compliqués à trouver, et c'est des trucs évidemment que j'ai pas vus. Et alors l'intérieur, je l'ai déjà. Dans les pilotes que j'ai, je l'ai déjà. Mais l'album en lui-même. Non, puis c'est pas pareil. Parce que, par exemple, quand je lisais de la BD petite, et même toujours maintenant, je sors pas les pilotes concrètement pour lire. Je les ai très très peu lus. Je les ai feuilletés. Je vois à quoi ressemble un pilote. Mais concrètement, quand tu me fais lire des BD, tu me sors des albums, quoi. Oui, c'est plus sympa parce que sauter, aller c'est. Il faut passer une vingtaine de pilotes pour avoir l'histoire complète et à chaque fois sauter 40 pages pour aller ou 30 pages pour aller chercher la suite. C'est pas marrant. C'est pas du tout mon expérience de la BD, mais je pense que c'est une expérience que tu as qui est quand même assez représentative, le passage par les revues, l'importance des revues. Et aujourd'hui, l'équivalent c'est un peu le blog, mais le blog c'est encore un format super différent, le blog BD. Puis il y a évidemment les mangas, etc. Mais la centralisation par les revues BD, donc qui explose vraiment dans ces années-là, ça on l'a un peu perdu, j'ai l'impression quand même. Ça existe. La revue pour connaître les auteurs, ça existe, mais c'est moins. Ça existait un petit peu. Enfin, à suivre, a vraiment remis ça à jour dans les années 80. Puis ça s'est arrêté. Et dans les années 2000, on voit ça. Je pense surtout avec des trucs comme l'Enfust, des choses comme ça, où il y a des revues où... Et le Psychopathe, la revue Psychopathe, mais elle est arrêtée aussi. Oui, alors ça c'est... Elle a été hyper importante pour plein de copains. Voilà, oui. Mais il y a Drapeau Rouge, enfin, on voit plus ça vraiment dans le fantastique, où il y a des revues que moi j'ai pas du tout suivies, qui m'intéressent pas beaucoup, qui ont fait ce genre de choses. Et en même temps, c'est pas des fanzines, c'est encore autre chose, quoi. C'est plus institutionnalisé, les revues comme Pilote. C'est vraiment... Comme Pilote ou... Oui, voilà. Alors, mais c'est vraiment... C'est Soleil, c'est Delcourt qui fait ça. Le côté, il y a une revue qui est attachée à l'éditeur et qui prépublie, puis qui sert aussi à pousser un album. Il y a eu ça pour la bande à Zep. Pour les Titeufs, il y avait Cho à un moment. Il y avait Cho, on a acheté Cho, on rigolait, c'est comme ça qu'on a découvert Malika Sekous. Ouais, voilà. Oui, Glénat a fait ça un petit peu autour de ça aussi. Mais c'est pas aussi central, j'ai l'impression, malgré tout, quoi. Mais j'ai jamais parlé avec mes copines de Cho, quoi, si tu veux. Non, mais puis ça n'a pas duré, quoi. Ça n'a pas duré. On voit, alors dans Spirou, on a toujours un peu ça. Spirou continue. Spirou continue, et avec des albums... je sais pas moi, Seul, la série Seul, c'est Spirou. Je sais pas si ça a été prépublié, ça a dû être prépublié dans Spirou avec d'autres trucs comme ça. Non, mais bon, c'est vrai que maintenant les albums ils sortent tout faits. De toute façon, vu la quantité d'albums qui sortent, on peut pas tout prépublier. Il faudrait ou les revues feraient 200 pages. Non, mais ça s'est vraiment transformé et éditorialement, il y a un boulot, ou plutôt je dirais qu'il y a des liens entre les dessinateurs et les éditeurs qui devaient être beaucoup plus resserrés qu'aujourd'hui, quoi. Et ça m'a l'air d'être beaucoup plus vertical aujourd'hui. Mais là, c'est une impression comme ça, peut-être un peu lointaine. Moi, je suis pas spécialiste de BD. Alors, ce lien, il faut le comprendre. Enfin, à mon avis, il y a un lien. Enfin, quand on est un petit dessinateur et qu'on a la chance d'avoir un éditeur derrière soi, là, le lien, il est fort. Parce qu'on est on est dépendant de l'éditeur, et si l'éditeur nous laisse tomber... Non, mais le lien amico, par exemple, c'est moi, au premier plan, que ça a pu l'être autour du comité de rédaction de Pilote, quoi. Tu sais, quand Gottlieb est parti de Pilote, Goscinny l'a pris comme une trahison, quoi. Voilà. Alors, tuer le père, métaphoriquement, mais c'était un truc qui était très présent et Gottlieb et Goscinny et tout le monde. Non, il y avait les conseils de rédaction. Enfin, il y en a qui sont un peu... Alors, je pense que chez Dupuis, avec Spirou, ça existe un peu. Il y a des BD un peu parodiques qui parlent de ça, avec Le Boss ou des choses comme ça. Et il y a vraiment des dessinateurs Dupuis, qui sont un peu belges d'ailleurs. Ce qui se passe, c'est que des dessinateurs, maintenant on a des dessinateurs un peu vedettes. C'est sûr que quand on s'appelle Tardy, on publie où on veut, quoi. On doit choisir son éditeur. Voilà. Alors on est fidèle à Casterman, machin, mais bon. Tardy, il peut faire un truc chez Futuro, il peut passer chez Casterman, chez Dargaud, il peut publier chez 3 éditeurs, c'est comme ça. Je pense qu'il fait un peu ce qu'il veut. Pratt, il s'embêtait pas, il a fait presque tout chez Casterman, sauf des trucs qui sortaient un peu de l'ordinaire.
etc. Notamment son truc avec Manara, là, l'été indien. C'était Casterman. C'est Casterman aussi, tu vois. Non, non, voilà. Non, mais des trucs où c'est pas vraiment de la BD, avec de l'illustration, etc. Bon, là, c'est souvent des petits éditeurs qui font ce genre de choses. Mais Gottlieb a pu se permettre aussi ce genre de choses, Druillet. Mais bon, c'est vrai que le petit dessinateur, il est un peu coincé chez son éditeur, quoi. Hein. Il n'a pas le choix, globalement. Et je vais quand même te faire une petite remarque là sur tout ça. Franchement, il n'y a pas beaucoup de BD faites par des nanas. Hein. Alors dans celui-là, non, c'est vrai qu'en 74, j'aurais pu trouver qui. Bretéché ? Oui, il y avait Bretéché. Et Frustré, mais je ne sais même pas si ça paraissait. Mais Non, mais parce que la bibliophilie en BD, la collection, la SF, tout ça, c'est un peu tous les stéréotypes du nerd. Et en fait, on voit comment, c'est pas seulement un hasard, ils construisent une image assez masculine, assez particulière, quoi, un personnage très très étonnant, quoi. Alors que Tardy a beaucoup de lectrices, Corto est beaucoup lu par des femmes, mais... avec Tardy, on a au moins une héroïne. Quand j'avais rencontré Tardy, je lui avais dit « Ah, mais il faut une BD sur le féminisme et tout. » Mais elle a dit « Ah oui, mais Adèle Blanc-Sec. » J'ai dit « Oui, mais Adèle Blanc-Sec, c'est une femme forte, mais elle n'est pas féministe. Il faut une BD sur Flora Tristan. » Il a rigolé, il ne m'a pas répondu. Bon. Alors, on attendra, ça va peut-être venir. Mais bon, non, à l'époque, des dessinatrices... on commence juste à savoir qui sont les gens qui dessinent les BD, donc c'est tout nouveau. Il y a Sestac qui commence à apparaître. Non, c'est plus tard. C'est plus tard, Sestac. Sestac, ça apparaît beaucoup plus tard. Alors, Sestac commence à créer Futuropolis, mais on ne le sait pas. Hein. Mais tu sais, c'est aussi la même époque où l'informatique, elle se masculinise beaucoup, alors qu'elle était à prédominance féminine. Enfin, c'est un peu contemporain, quoi, tout ça. Et c'est la grande époque des nerds, hein. Des geeks. Oui. Enfin, geek, oui. Enfin, oui, les... Alors, sauf qu'en 74, il n'y a pas d'informatique et il n'y a pas de jeux vidéo. Non, mais ça prépare. Ça prépare, ouais. Ça prépare. Mais il y a déjà les jeux de rôle. Il y a déjà Donjons et Dragons et des choses comme ça. Oui. Alors, il y a typiquement, le 74, c'est aussi la première année du salon de la BD d'Angoulême. Ce qui ne rien. Voilà, ce qui est important, et ça s'officialise vraiment. Ça fait les liens de rencontre, la convivialité, ça crée les échanges, enfin... Mais les dessinatrices, type Götzinger, Sestac, il y a Bretéché, oui, puisqu'elle a fondé, elle fait partie des fondateurs de l'Écho des Savanes. Et ce qui n'a pas été beaucoup rappelé à son décès. C'était en 72, 71-72, l'Écho des Savanes. C'était vraiment là, elle, enfin c'est un peu là. Mais c'est la George Sand de la BD. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt, hein, parce qu'il y avait elle. Et après, elle a entraîné avec elle d'autres dessinatrices, entraîné, qui sont apparues, mais un peu plus tard, à partir de 76-77. Götzinger... Non, mais tu vois, le moment de l'octorialité, de l'explosion du marché, c'est aussi le moment de la masculinisation qui s'affiche plus, tu vois, avec la sexualité. Alors, elle s'affiche plus, mais réellement, il n'y avait pas de dessinatrice avant que ça s'affiche. Hein. Il y avait des BD pour filles, tu vois, quand tu prends je sais pas, alors je vais dire vraiment un truc comme les BD de mamie, là, mais les Sylvettes, les choses comme ça. Alors là, on est dans les années 30-40. Il y avait de la BD pour filles qui pas... avec les revues Fillette, Bernadette et tout ça. Qui n'étaient pas dingues, mais tout ça n'existe plus, quoi. Alors, mais c'était quand même dessiné par des hommes. Ouais, et en plus, c'était quand même dessiné par des hommes. Ou Bécassine, ou tous ces trucs-là, qui pouvaient être une BD un peu mixte, etc., qu'on offrait assez facilement à une fille. Non, mais d'une certaine façon, les filles, elles allaient vers la littérature générale, les garçons vers la BD, quoi. De toute façon. Et la BD de genre. Oui, de toute façon, la BD, elle était genrée. Jusqu'aux années 60, elle était genrée, la BD, ça c'est évident. Hein. C'est clair qu'il faut savoir que chez Casterman, il y avait Tintin et il y avait Lynn, qui était Tintin pour les garçons, Lynn pour les filles. Hein. On ne peut pas faire plus simple. Hein. Le même éditeur, etc. Alors la qualité, c'était pas la même en plus. Hein. Avec des sous-dessinateurs pour Lynn. Et franchement, Lynn n'a aucun intérêt. Hein. Enfin, c'est vraiment moyen. Mais c'est les mêmes moyens techniques, etc., fournis par Casterman. Hein. Et c'est un journal. Donc il y a un journal pour filles, il y a un journal pour garçons. Ça, c'est plus qu'évident. Hein.
en France, c'était, ça c'est belge, en France c'était moins évident, quoi. Il y avait Spirou, Tintin, à la limite, les filles. Alors il y avait après, aussi tu avais Bernadette, mais c'est plus vieux. Mais Lynn a duré, hein. Lynn a duré assez longtemps, hein, jusque presque dans les années 60, il y en avait encore des Lynn. Hein. Et c'était vraiment le même format, la même présentation, les mêmes reliures. C'est une segmentation du marché qui est déjà là. Ah oui, ça c'était... Casterman, il faisait pas dans la... Et la transformation qu'on vient de voir sur 74 en BD adulte, en fait, elle se fait que sur une part du marché, quoi. Oui. Oui, enfin sur... par masculine. Ah oui. Et que par des acteurs, ou très principalement des acteurs masculins. Il n'y a que Brett Eché qui fait partie de la bande, mais c'est la seule chose. Non, c'est toujours intéressant à constater, un peu triste parce qu'on se demande ce qu'elles auraient fait. On a vu après des tentatives dans les années qui ont suivi, mais ça on en reparlera peut-être dans une autre vidéo. Mais ça c'est quand même intéressant de se rappeler, ce qui apparaît pas, quoi. Oui. Non, ça c'est sûr. Avec tout ce qu'il y avait, il y a encore des choses qui n'y avaient pas, et je sais pas, j'ai du mal à en vouloir à Tardy, tu vois, parce que la question c'est pas de faire le procès d'un auteur ou d'un truc comme ça, mais il faut comprendre comment se mettre en place ces dynamiques. Ouais. Non, de toute façon, au niveau production, on enlève Bretéché, il n'y a plus personne avant 74. Enfin, plus de femmes. Ah oui. Non, il n'y a plus de femmes. Hein. Ça, je vois pas. Il y avait certainement peut-être des dessinatrices qui faisaient des trucs, mais en premier plan, je vois pas qui. Hein. Alors que c'est plutôt maman qui t'a amené à la BD. Enfin, pas à la BD, mais à la collection de BD, je crois. Oui. Comme quoi, il y avait bien des lectrices. Hein. Oui, non, mais des lectrices, il y en avait. C'est sûr que tout n'était pas... Ouais, c'était pas... spécifique. Enfin... Non, mais c'est toujours le sujet universel, pensé comme universel, mais qui est en fait masculin. Bon, quand tu es une nana, tu te démerdes, tu fais avec. Ouais. Et puis maintenant, on se dit, il y en a marre de se démerder, quoi. Ouais. Mais c'est... c'est clair que les dessinateurs de l'époque se posaient pas la question comme ça. Sauf peut-être un peu Reiser, tu me disais, sur la taille des personnages. Oui, Reiser... il a fait Gros Dégueulasse, mais il a aussi fait Janine. Enfin, je parlais peut-être plus de Reiser. Oui, Reiser, en interview, il expliquait que quand il dessinait un couple, il se débrouillait pour que... l'homme soit pas plus grand que la femme. C'était un peu... Voilà. C'est des choses... Mais c'est l'exception, Reiser. Hein. Voilà. Mais est-ce que c'est une BD puis franchement... Ça suffit pas à faire de la BD féministe, mais c'est quand même intéressant. Mais voilà, il avait une réflexion comme ça. Il se posait la question. Hein. En interview, il a expliqué. Et c'est vérifiable. Je pense qu'il y a peu de gens qui se posaient la question à la même époque que lui. Hein. C'est à peu près sûr. Alors, mais... Non, il y avait peu de... Enfin, moi, je ne vois pas de dessinatrices de l'époque. Alors si, on peut trouver... elles étaient souvent coloristes. Hein. Oui, comme chez Disney, finalement. Après, on trouve des illustratrices, oui. Ouais. Ça, oui. Mais même avant-guerre ou pendant la guerre. Je pense à... Non, mais c'est le statut d'auteur qui est refusé. Germaine Bourret, des choses comme ça. Mais voilà, c'est pas vraiment, c'est pas de la BD. En BD connue, etc., il n'y a pas de dessinatrice, à part Brett Eché qui est apparu, qui est vraiment l'exception, qui en a entraîné quelques-unes après. Ouais, mais c'est pas encore là. Quoi. Mais non, ça a démarré après 74. Le MLF, c'est pas pendant 68, c'est après, il faut du temps. Oui, voilà. Oui. Et pour le coup, je sais pas, si tu veux un mot final ou une case finale, un petit phylactère. Parce que là, moi j'ai envie de bien liser des BD, quoi, et puis aller chercher dans la vieille BD, les mangas c'est super, les comics c'est vachement intéressant, il faudrait que j'en lise plus. Mais on connaît mal l'histoire de la BD franco-belge, quoi. Et là, c'est juste une année et une sélection qui est ta sélection, quoi. Voilà, moi, c'est ce qui m'a paru sympa, sorti en 74, puis qui a un peu marqué aussi. Corto Maltese n'a pas encore complètement disparu, même si l'auteur a disparu, mais voilà, Blueberry, c'est pareil, c'est encore des séries qui marquent. Qui marquent, Non, c'est quand même... on avait des... Puis en plus, alors ce qui est très sympa pour 74, c'est que des gros auteurs, des grosses séries, et en plus, qui sortaient dans ces séries, c'est quasiment un peu le summum de la série, quoi. Parce que c'est vrai que cette époque de Corto Maltese, elle est vraiment excellente jusqu'en 77, 79. Après, on peut discuter. Blueberry, après, je sais que Giraud, elle avait un peu marre, il s'est un peu... Ça s'entend quand tu travailles Arzac. Voilà. Mais qui est que 2 ans après. Hein. Donc ça va très vite. On a quand même pu voir que c'était aussi une période où les dessinateurs, on va dire plus traditionnels, Franquin Hergé, elles sont pas bien, quoi.
Oui. Donc il y avait quand même une espèce de crise de la BD et une réponse, quoi. Enfin une crise artistique, et ça, c'est quand même un truc qui est fascinant à lire. Oui. Et, oui, de toute façon, ça va je dirais de 72 à 76. C'est et 74 est au milieu. C'est vraiment le début, quand l'écho des savanes démarre, et jusqu'au démarrage de Fluide, Métal et tout ça. Donc, et puis des grosses séries des humanoïdes. Et donc, ça vide tous les grands dessinateurs de pilotes, etc. Ça ringardise. Ça ringardise la BD pour enfants. Ça la renvoie à être une BD pour enfants. Ce qui était pour les lycéens devient vraiment pour les gamins. Oui et non, parce que Pilote a continué à faire des choses. Je pense à Lausier, etc., qui a vraiment sorti. Après 74, il a sorti ses séries. C'était important quand même à l'époque, même si on l'a oublié. Je pense que je ferai une vidéo sur Lausier parce que je l'aime beaucoup et personne ne le connaît. Mais comme Martin Véron, enfin, tu vois. Oui, Lausier, c'est voilà, donc qui était un truc quand même. Un peu le Nouvel Obs. C'est quand même un truc vraiment pour adultes, mais qui est resté un peu dans Pilote. Quoi. Voilà, ça c'est. Bon, il y avait d'autres choses dans Pilote après 74. Bilal a beaucoup dessiné dans Pilote après 74, ses séries sont sorties. Non, mais c'est pas... 74, c'est une année pivot. Oui, c'est une année pivot. Puis nous, on n'est pas des historiens. Oui, voilà. Non, c'est un ressenti. Moi, c'est... Bon, avoir les débuts de Futuropolis, c'est très sympa, quoi. Vraiment, en 74, les gens se lâchaient et ne comptaient pas leurs efforts, etc. Voir qu'on peut sortir 4 albums pour un même auteur la même année... C'est dingue. C'est assez impressionnant. Quoi. Même s'il y a des choses qu'ils avaient déjà dessinées avant, mais bon, ça... ça fait une époque de folie, quand même. Je m'en suis aperçu après en disant, mais tiens, ils sont tous à la même époque, avec l'effet catalogue. Ouais. Mais c'est vrai que moi, en 74, j'ai rien acheté de tout. Enfin, très peu. Non, rien. Je n'ai pas acheté de BD en 74, quasiment. Oui, c'est comme ça. C'est bien d'être grand, ça permet de réaliser ses rêves d'enfant. Oui, ou de rattraper ce qu'on aurait pu faire à l'époque. Bon, après, je pense que tu n'aurais pas lu tout ça jeune comme ça. J'aurais pas apprécié ça à l'époque, mais j'étais trop jeune. C'est la vie. Et au mauvais endroit. Je vous dis à bientôt.